Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce vendredi. Le gouvernement en ordre de bataille contre le Covid-19. Le Premier ministre instruit de nouvelles directives une semaine après l'entrée en vigueur des mesures d'assouplissement. Invité du 20h30, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. La Croix-Rouge camerounaise célèbre les prouesses des volontaires. La 73e journée mondiale de la Croix-Rouge ce vendredi met en lumière les efforts déployés par ces derniers pour sauver des vies. Mortalité maternelle et néonatale au Cameroun, 4000 femmes et plus de 22 000 nouveau-nés décèdent chaque année. Ce 8 mai a été commémorée la journée africaine de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Voilà pour les titres. Et merci de nous rejoindre sur la CRTV. Lutte contre le coronavirus. Le combat est loin d'être terminé pour freiner l'évolution de la pandémie. Le Premier ministre instruit de nouvelles directives. Parmi celles-ci, l'optimisation de la prise en charge des personnes infectées et le renforcement des contrôles dans les transports en commun et dans les espaces publics. Il faut traquer ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. Joseph Dione Gouté présidait hier jeudi par visioconférence la réunion hebdomadaire d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte. La synthèse de Laurentine Bekono. Face à l'évolution de la pandémie du Covid-19, 2265 cas répertoriés, 1221 cas de guérison, 86 décès selon le bilan actualisé présenté par le ministre de la Santé publique. Des directives strictes ont été énoncées par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation est appelé à parachever au plus tard la semaine prochaine les diligences engagées en vue de la production locale de tous les équipements et médicaments attendus. En rapport avec les gouverneurs de région, instruction est donnée au ministre de la Santé publique d'optimiser la prise en charge des personnes infectées, le confinement des personnes à risque et la recherche active des cas suspects au sein de la communauté. L'action publique est requise pour veiller aux horaires d'ouverture et de fermeture des ventes emportées et des bars. Le ministre de l'administration territoriale est sollicité pour en instruire les autorités administratives. Cependant que le délégué général à la sûreté et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale sont invités à renforcer les contrôles dans les transports en commun pour éviter les surcharges. À la diligence du ministre de la décentralisation et du développement local, des arrêtés ou des délibérations sont attendus des maires et conseillers municipaux pour sanctionner ceux qui ne portent pas leur masque de protection dans les espaces publics de leur ressort territorial. Au plan financier, le ministre des Relations extérieures et le ministre de l'Économie doivent faire aboutir les négociations en cours avec la partie française relatives à l'appui à la lutte contre le Covid-19, alors que le ministre des Finances est invité à accélérer la mise en œuvre intégrale des mesures de soutien à l'économie décidées par le chef de l'État, Paul Biya. Par-dessus tout, la communication devra être intensifiée et la sensibilisation en direction des populations portée à son seuil maximal. L'axe de communication a été clairement défini par le Premier ministre chef du gouvernement. Je cite: les mesures d'assouplissement prises le 30 avril 2020 ne marquent pas la fin de la crise sanitaire liée au Covid-19. Aucun laisser-aller ne sera toléré. Fin de citation. Au ministre de la Communication de jouer maintenant avec ses équipes. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies était à Douala ce vendredi. Ali Mayatou est allé évaluer le dispositif de riposte contre le Covid-19 dans la région du littoral, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique ainsi qu'à l'hôpital La Quintini. Le secrétaire d'État a exprimé sa satisfaction et ses encouragements au personnel médical. Le compte rendu de Léon Bertrand Tanefo à Douala.
Un véritable 6 en 1 pour évaluer et encourager. En visitant les structures hospitalières retenues pour la prise en charge des malades du coronavirus dans la région du littoral, Halim Hayatou s'est investi d'une double mission. Toucher du doigt la réalité vécue par les professionnels de la santé, mais aussi leur adresser les encouragements du gouvernement de la République. De l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala à l'hôpital La Quintigny, en passant par le call center de l'hôpital de district de Nilong, l'état du dispositif a été évalué et les doléances du corps médical enregistrées. J'ai le bonheur de constater que les uns et les autres sont attelés pour mettre en place toutes les structures qui sont en voie de réalisation. Nous avons été à la Quintigny, vous avez vérifié le laboratoire qui est en bon fonctionnement et que bientôt nous aurons un test rapide ici à Douala en moins de 24 heures. Les autres étapes importantes auront été les visites du stade Mbappé-Lépé et les logements sociaux de Yassa. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant et l'entrée en service est imminente. Le maximum, c'est dans 3 semaines que nous allons livrer l'ensemble de 2 structures, de 2 sites. De la réunion de débriefing qui s'en est suivie, on retient à date que 3262 tests ont été effectués dans le littoral pour 842 cas positifs et 40 décès. Les médecins de la région saluent par ailleurs la décentralisation des interventions au niveau des districts de santé. Le secrétaire d'État à la santé publique qui s'est rendu également dans le sud-ouest pour une mission similaire. Halim Hayatou est allé évaluer les dispositifs mis en place dans cette région pour répondre à la menace du coronavirus. Les détails avec Stéphane Talla à Boya. Hôpital régional annexe de Boya. L'unité de prise en charge des patients du Covid-19 est fonctionnelle. Le secrétaire d'État à la santé chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies l'a constaté avant de se rendre au laboratoire des maladies émergentes et infectieuses de l'université de Boya, puis à celui du département de santé de la Cameroun Baptist Convention à Moutenguene. C'est dans ces 2 structures que seront analysés les prélèvements dans la région. Halim Hayatou va poursuivre sa visite au Middle Farm Stadium de Limbe qui abritera un centre spécial de prise en charge et à l'hôpital régional de la même ville. Du rapport présenté au cours d'une réunion technique par le gouverneur Bernard Okalia Bilay, on retient que les activités menées pour répondre à la menace vont bon train avec une courbe de contamination stable et 8 postes de contrôle créés entre autres. Le secrétaire d'État qui ont accompagné plusieurs responsables du MinSanté a salué la qualité du dispositif en place. Je suis vraiment agréable, je suis surpris vraiment d'une façon très encourageante par les mesures que le gouverneur a déjà prises ici, par l'organisation, par le sérieux et les résultats que j'ai pu constater sur le terrain. Peu de régions ont réussi à organiser de telle manière dans cette lutte. Les populations ont été invitées à contribuer à la victoire finale de la lutte contre le coronavirus en continuant de respecter les mesures barrières. Invité du 20h30 ce soir, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir madame. Une semaine que le Cameroun a décidé d'assouplir les restrictions dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, ces mesures d'assouplissement sonnent pour beaucoup, on l'a remarqué, comme la fin du coronavirus. Que faire, monsieur le ministre, face à ces relâchements? Merci madame pour cette pertinente question, parce qu'en réalité, je voudrais d'abord dire et remercier le président de la République pour son excellence Paul Biya pour cet assouplissement, parce que c'était attendu dans un certain nombre de Camerounais, et je crois que c'est une réponse qui a été apportée et qui est bien perçue. Cependant, le constat sur le terrain, c'est que en même temps que nous avons quand même une bonne partie qui continue d'observer, n'est-ce pas, les mesures barrières, la distanciation sociale, le port obligatoire de masques, certains, malheureusement, ont cru à un relâchement de la riposte. Et donc, je voudrais ici dire clairement, pour ne pas voiler les mots, que le Cameroun n'a pas encore vaincu le coronavirus, comme j'entends partout ailleurs. Nous devons continuer à observer de manière stricte, n'est-ce pas, ces mesures barrières, et peut-être me renforcer si nous voulons très vite sortir, parce que l'enthousiasme que j'ai vu dans la ville à ce moment-là, c'est que le Camerounais veut remporter cette bataille et sortir de cette pandémie assez rapidement. Et donc, nous devons maintenant, plus que jamais, observer ces mesures barrières
observer les prescriptions qui ont été dictées et obligatoirement porter notre masque lorsque nous allons dans les structures ouvertes au public. Monsieur le ministre, un problème qui préoccupe les malades, les victimes du Covid-19 et même leurs proches, c'est que ces victimes doivent faire également face maintenant à la stigmatisation. Certains arrivent à cacher la situation autour d'eux. Comment finalement démystifier cette pandémie, monsieur le ministre? Madame, malheureusement, c'est ce que nous constatons et nous déplorons d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, le nombre de malades et de décès que nous observons, c'est soit des décès en communauté, soit des personnes qui sont restées pendant longtemps chez eux et nous arrivent dans les formations sanitaires assez tardivement. Malheureusement, le médecin n'est pas là pour faire des miracles. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour généralement les sauver, mais il faudrait que le Camerounais comprenne que le coronavirus n'est pas une maladie de la honte. C'est comme si je disais à quelqu'un, j'ai le palu et j'ai honte parce que j'ai le palu. C'est comme si je disais à quelqu'un, j'ai une grippe sévère et j'ai honte de dire que j'ai une grippe sévère. Ici, il faudrait qu'on comprenne que le coronavirus n'est pas une maladie de la honte. Et ça doit être compris d'abord par les populations elles-mêmes qui ne doivent pas stigmatiser les malades du Covid. En plus, maintenant, par les malades eux-mêmes qui doivent spontanément, lorsqu'ils ont des signes, ils ont des symptômes d'une maladie s'apparentant au coronavirus, ils doivent spontanément aller dans une formation sanitaire pour se faire évaluer, se faire tester, pour connaître leur statut. C'est important pour eux-mêmes déjà, parce qu'il faut se protéger, pour protéger leur famille et protéger aussi toute la société camerounaise. Ces personnes font partie intégrante de la solution à cette pandémie. C'est clair. Et c'est d'ailleurs faire preuve de beaucoup de responsabilité que de pouvoir se rendre dans une formation sanitaire. Moi, j'ai fait une réunion avec des personnes aujourd'hui où j'ai eu 2 ou 3 personnes qui ont dit « Moi, j'ai eu le coronavirus, mais j'en suis guéri. » Parce qu'en réalité, tôt vous allez à l'hôpital, tôt vous faites dépister, mieux ça vaut pour vous, pour votre vie, parce qu'on va vous sauver assez rapidement. Mais si vous restez chez vous, vous vous dégradez, et puis après, qu'est-ce qu'on constate? C'est des décès. Certains malades, monsieur le ministre, choisissent de se soigner chez eux sans l'encadrement des professionnels de santé. L'une des conséquences est bien sûr la multiplication des tests post-mortem. Comment inverser la tendance? Alors, sur ce point, je voudrais d'abord dire que c'est l'une de nos bagarres depuis le début de notre riposte. Parce que nous disons, la plupart des personnes, quand ils nous posaient la question, quel est le protocole de soins qui est appliqué, quel est le protocole de soins qui est appliqué, ça voudrait dire simplement qu'ils veulent connaître ce que nous appliquons pour qu'eux-mêmes, ils s'auto-administrent. Et c'est dangereux parce que vous ne pouvez pas vous surveiller et vous ne pouvez pas bien doser ce que nous appliquons. Donc, je voudrais simplement leur dire, c'est les déconseiller, n'est-ce pas, déconseiller à ceux-là de pouvoir s'administrer des produits chez eux. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y aurait plus de place dans les formations sanitaires agréées? Heureusement, madame, vous l'avez dans votre reportage tout à l'heure, rappelé que le président de la République a mis en place des centres spécialisés de prise en charge du Covid. Aujourd'hui, à Yaoundé, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de place. À Douala, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de place. Nous avons de la place. Maintenant, il faut simplement que vous rendiez dans une structure appropriée et qu'on puisse vous évaluer et vous prendre en charge. Mais ce n'est pas une solution que de pouvoir s'administrer soi-même des produits à la maison. C'est vrai, nous pouvons, dans certains cas, lorsque les infrastructures que vous avez à la maison vous permettent d'être isolé dans votre chambre, dans votre appartement, du reste de la famille, on peut suivre lorsque vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez qu'une forme légère, on peut vous suivre à la maison. Mais là, c'est toujours par un médecin qui doit vous suivre à la maison et non vous-même. Il y a ce numéro, le 15-10, certains patients, certains malades trouvent qu'il est très long lorsqu'on a appelé, d'autres qui trouvent que l'attente est interminable. 6 personnes sur 10 déclarent qu'on ne les a jamais rappelés malgré leur insistance. Que leur répondez-vous? Alors, je dois d'ailleurs reconnaître que effectivement, nous avons eu à un moment donné un certain nombre de dysfonctionnement et de saturation, parce que c'est pas dû généralement simplement à un problème d'accessibilité du 15-10, mais davantage souvent à une saturation. Mais nous avons, dans le cadre de la décentralisation, pensé aussi à la décentralisation du call center. Donc, en ce moment, vous avez un certain nombre de régions
qui ne passent plus par Yaoundé. C'est-à-dire, ils appellent le 15-10. Vous êtes à Bertois aujourd'hui, vous appelez le 15-10, mais c'est Bertois qui vous répond. Et c'est la même chose quand vous êtes à Ngaoundéré, c'est la même chose quand vous êtes à Douala. Nous sommes en train de structurer, n'est-ce pas, la démarche en ce qui concerne Yaoundé pour que chaque région réponde à ces appels. Ça va tout de suite permettre qu'il n'y ait plus beaucoup d'attentes, il n'y ait plus une réponse assez tardive. Maintenant, ce que nous allons faire au niveau du centre des urgences, c'est que le 15-10 actuellement va pouvoir faire de la supervision. Et nous sommes en train d'acquérir une plateforme pour également linker ça à de la télémédecine. C'est-à-dire que ça voudrait dire que si vous appelez, vous êtes à Bertois, Bertois vous prend, et si ça nécessite qu'il y ait quelqu'un au niveau du centre des urgences qui doit répondre de manière spécifique à une question, à une préoccupation, ils peuvent nous prendre et on pourra prendre le monsieur en vidéo suivante. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, simplement pour dégarnir le centre des urgences et permettre à chaque région, dans le cadre de la décentralisation de la réponse, de pouvoir se prendre en charge. Je vous propose qu'on parle 2 minutes de ce rapport des Camerounais à l'hôpital et au vaccin en général. Il y aurait désormais comme une méfiance générale. Oui, malheureusement, c'est ce que nous constatons et nous voulons ici, de manière claire, dire que, et d'ailleurs, c'est le sens que j'ai donné à quelques descentes que j'ai faites au cours de la semaine dans des hôpitaux pour dire en réalité, à côté de la démarche, à côté de la riposte au coronavirus, nous avons notre système de santé qui doit, n'est-ce pas, fonctionner régulièrement. Il faudrait que nous continuions à aller dans nos formations sanitaires lorsque nous nous sentons mal, lorsque nous avons un besoin de soins, lorsque nous suivions déjà les soins, il faut que nous allions spontanément, sans risque, dans nos formations sanitaires. Et d'ailleurs, c'est l'objectif des centres spécialisés de prise en charge du Covid créés par le président de la République. Maintenant, il faudrait aussi que les familles puissent suivre leur programme de vaccination. Parce qu'après le Covid, si nos enfants, parce que nous sommes dans une période de Covid, n'ont pas été immunisés, nous allons payer une facture assez lourde après. Donc, il faudrait que nous ne perdions pas notre habitude de faire notre vaccination, d'aller dans nos services de santé pour pouvoir faire nos visites, nos check-ups et tout le reste, parce que il y a ce que nous avons dans notre pilier en termes de réponse, c'est que nous faisons, c'est le contrôle de l'infection. Et ce contrôle de l'infection, c'est intra-hospitalière pour permettre à ce que on ne contacte pas autre chose lorsque nous allons à l'hôpital. Et donc ça, c'est fait et il y a toute une unité qui s'en occupe. Et je pense que les Camerounais devraient pouvoir spontanément aller à l'hôpital dans une formation sanitaire sans avoir peur de quoi que ce soit parce que nous prenons en charge ce genre de situation. Monsieur le ministre, un dernier mot peut-être aux Camerounais qui nous regardent ce soir sur cette lutte, sur ce relâchement des Camerounais depuis donc l'assouplissement des mesures restrictives. Non, le dernier mot que je pourrais dire ici, c'est celui que le président de la République lui-même l'a dit. Nous, si nous voulons combattre efficacement cette pandémie, nous devons être responsables et nous devons suivre un certain nombre de principes. Le président de la République a pris un train de mesures qui a été rendu public par le premier chef de gouvernement. Ces mesures n'ont pas encore été levées. Donc nous devons suivre ces mesures. Simplement, nous le rappelons tous les jours, les mesures barrières, se laver les mains régulièrement, observer une distance, tousser dans le pli du coude. Mais nous devons également suivre scrupuleusement le port du masque, obligatoire du masque. Parce que nous allons aujourd'hui, dans certains marchés, dans certains transports en commun, nous voyons encore des Camerounais qui n'ont pas de masque. Et ça, c'est inadmissible. Et je pense que lors de la dernière réunion d'évaluation, le premier chef de gouvernement a donné des instructions aux autorités administratives de pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait plus de surcharge, il n'y ait plus de personnes qui rentrent dans les espaces publics sans masque. Et je pense que les Camerounais devraient pouvoir comprendre que bientôt nous pourrons passer à un autre stade
dans le cadre de la répression des comportements irresponsables. Tout à fait, Monsieur le ministre. Merci pour ces éclairages. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau du 20h30 de la CRTV. Alors, aux côtés des personnels sanitaires, les volontaires de la Croix-Rouge mobilisés également dans ce combat contre le coronavirus, la 73e édition de la Journée mondiale de la Croix-Rouge célébrée ce vendredi sur le thème Keep Clapping rend hommage à ces hommes et femmes. Célébration marquée par la remise d'un important don de matériel médical à l'hôpital central de Yaoundé. C'était sous la houlette de la présidente de ce mouvement, Madame Cécile Akamoufoumou. Les précisions de Marlise Enouambarga. Des applaudissements ce 8 mai à l'hôpital central de Yaoundé pour saluer le dévouement des 66 000 volontaires de la Croix-Rouge camerounaise engagés quotidiennement aux côtés des couches vulnérables. Cette journée est très importante pour nous dans la mesure où elle nous permet de magnifier nos volontaires à travers le pays. La 73e édition de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge se célèbre donc sous ce thème Keep Clapping et les acclamations ont continué alors que la Croix-Rouge remettait un important don à l'hôpital central de Yaoundé pour la prise en charge des malades du coronavirus. Cela nous permettra donc de prendre les malades en charge en toute sécurité. Vous savez que nous sommes comme des militaires au front. Et un militaire au front, sans pare-balles, sans casque, peut recevoir des balles. Nous sommes honorés. Nous disons merci à Madame la Présidente, à la Croix-Rouge et au Croissant Rouge. Et comme le dit le thème de cette année, on ne cessera pas d'acclamer la Croix-Rouge camerounaise pour la qualité et l'abondance de son œuvre humanitaire. Rouge active sur le front de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, on l'a dit, axe majeur d'intervention, la sensibilisation. Des équipes de volontaires sont déployées dans 6 régions du pays. Daniel Menanga raconte une journée au front avec la Croix-Rouge, son reportage. La journée type d'un volontaire de la Croix-Rouge démarre à 8 h du matin avec un léger retard dans le kick-off de l'activité ce vendredi. Il y a une grand-mère qui passait constamment. Elle est arrivée là tout à l'heure, elle était un peu déçue que comme il n'y avait pas encore d'eau, on attendait. On peut recevoir en moyenne près de 200 personnes par jour. Les demandes pour l'approvisionnement en eau potable et autres sont en cours de traitement au QG. Je suis en train de puiser de l'eau pour ravitailler des points, parce qu'il y a des zones où on arrive, il y a des coupures d'eau dans la ville. On a quadrillé presque toute la ville de Yaoundé où on a disposé de points d'eau avec des volontaires. Parfait et faille sur plusieurs fronts. Ici, le lieu dit Carrefour Éducation. Sa feuille de route, couvrir 16 points de sensibilisation à Yaoundé 1 et 5e, ainsi que ceux financés par la Croix-Rouge française et le Comité international de la Croix-Rouge, entre autres. Petit réglage à la poste centrale, puis direction le rond-point Loncac. Parfois, quelqu'un passe là-dessus, mais se lavez-vous les mains, même quand il n'a pas l'intention de s'arrêter. Parfois, on leur demande comment ils doivent même bien laver les mains, parce qu'il ne faut pas seulement se laver les mains, il faut savoir bien se laver les mains. Le fait que certains soient sceptiques, d'autres même qui critiquent l'activité, ils pensent que non, ce n'est pas nécessaire. La journée s'achève à 16 h et depuis 2 mois, le défi reste le même. Amener tous les passants à briser la chaîne de contamination du Covid-19 au Cameroun. Le ministre du Commerce sur le front de la prévention dans les espaces marchands, Luc Magloire-Mbarga Tangana, a remis ce vendredi aux responsables municipaux de la ville de Yaoundé des kits d'hygiène destinés aux différents marchés de la capitale. Luc, bienvenue en Nana. Parmi les premières mesures édictées par le gouvernement le 17 mars 2020 pour combattre le Covid-19, il y a celle portant sur la gestion des flux humains dans les marchés. La nation tout entière est mobilisée derrière le chef de l'État pour mener de front ce combat contre cet ennemi invisible qu'est le Covid-19. Sous robinet, savon et gel hydroalcoolique, le don du ministre du Commerce, apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires, est un appel à plus de responsabilité. C'est un sentiment de satisfaction de voir que les mesures prescrites par le chef de l'État et le gouvernement voient le pas pour que ça soit répandu dans les communes. Nous sommes face à un fléau qui est extrêmement grave et nous devons
tout mettre en œuvre pour en limiter l'impact sur les consommateurs. Cette œuvre de bienfaisance, faut-il le rappeler, a bénéficié de l'apport de l'Association des femmes du ministère du Commerce. Partons à présent prendre les dernières nouvelles de la lutte contre la pandémie au centre des opérations des urgences de santé publique. La pandémie poursuit sa progression. Cependant, le nombre de personnes guéries ne cesse d'évoluer. Retrouvons tout de suite Franck Evina et son invité pour le point du jour. Bonsoir Franck Evina. Bonsoir, Karine Olive Yabit. Vous faites bien de l'indiquer. Il y a encore eu des personnes qui ont triomphé de la maladie ce vendredi. Plus exactement, 11 personnes qui ont été déclarées guéries ces dernières 24 heures. Mais ce n'est pas une raison pour baisser la garde parce que, comme vous l'avez aussi relevé, la pandémie poursuit sa progression. Les 10 régions du pays sont désormais touchées et on a enregistré ce vendredi un nouveau décès et 9 nouvelles contaminations. Et ces personnes infectées qui envoient souvent des signaux d'alerte, ces signaux sont souvent reçus là où nous nous trouvons, ici dans ce call center du centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé au quartier Messa. Puis il y a toute une démarche qui va de la réception de l'appel au 1510 à la prise en charge effective des patients en passant par la descente sur le terrain des équipes opérationnelles. C'est toute cette démarche-là que nous allons tenter de comprendre avec notre invité de ce soir, Théodore Tamak. Bonsoir. Vous êtes ingénieur informaticien et data manager, responsable dans ce centre d'appel. Bien évidemment. On a constaté qu'il y a en ces lieux permanemment un médecin. Que fait-il dans cet univers de téléconseiller? Okay. En fait, nous avons mis en place ici un médecin pour accompagner la démarche de transmission des signaux. Parce qu'il faut le dire, les signaux qui nous parviennent des téléconseillers méritent un certain type de démarche. C'est-à-dire qu'il faudrait les valider au niveau des lignes. Comment je dirais? C'est-à-dire que ces signaux qui sont transmis au niveau des médecins sont donc transformés en alerte au niveau de ces médecins-là pour être validés au niveau de la section d'opération. Et comment se passe la transmission de ce signal d'alerte-là du call center ici vers les équipes opérationnelles? Alors, il faut le dire, le signal, une fois que l'usager appelle au numéro 1510, l'appel est reçu, comme vous pouvez le constater ici au niveau des opérateurs. Il se passe un premier tri, n'est-ce pas? Après ce tri, qui est une sorte d'investigation préliminaire, le signal part enregistré derrière les ordinateurs, comme vous pouvez le constater au niveau des médecins. Ces médecins donc opèrent une deuxième investigation qu'on appelle une investigation approfondie. Une fois que ce signal est transformé au niveau des médecins, une fiche d'alerte est remplie et puis acheminée au niveau de la section opération. Alors, Monsieur Tamak, les téléconseillers en service dans ce call center ont-ils subi une formation préalable en matière de gestion de crise sanitaire? Oui, il faut le dire, tous ces téléconseillers, déjà ils nous viennent d'une agence dont je vais taire le nom. Alors, quand ils viennent ici, ils ont déjà une certaine expérience derrière, n'est-ce pas? Et nous les prenons, nous les manageons sur la gestion des crises. Et à ce qu'on appelle, on a mis sur pied tout un algorithme décisionnel qui nous permet de revoir ensemble avec eux le circuit, la transmission des données, de l'appel de l'usager jusqu'à la validation du signal en alerte. Merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Je rappelle que vous êtes ingénieur informaticien, data manager et responsable dans ce centre d'appel du centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. Karine Olive Yabit, nous allons sortir avec un chiffre 788. C'est le nombre d'alertes reçues jusqu'ici pour cette journée de vendredi ici au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. Malheureusement,
Malheureusement, lors du point de presse qui vient d'avoir lieu, le docteur Fani Mahamad, directeur de la promotion de la santé, a indiqué qu'il y a à peine un appel sur 5 qui sont intéressants et qui portent sur le coronavirus reçu dans ce call center. Elle invitait ainsi les populations à faire preuve de responsabilité et donc de laisser la ligne ouverte aux personnes les plus nécessiteuses. À vous, Mbalade. Merci beaucoup, Franck. Merci également à votre invité, Monsieur Théodore Ntamak. À demain pour un nouveau point du jour. Cap sur la région de l'Est, le dispositif anti-Covid-19 se renforce de part et d'autre de la frontière Cameroun-RCA au niveau de Garoua-Boulaye dans le Lomé-Djirem. Les centres de santé de cette localité et de celle de Beloko en Centrafrique viennent de recevoir des kits de protection et de désinfection, un don de l'OCEAC, l'Organisation de coordination de la lutte contre les pandémies en Afrique centrale. Le reportage de Georges-Alain Yango de CRTV Est. À Garoua-Boulaye, la visite de l'OCEAC, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, s'accompagne d'un précieux cadeau anti-Covid-19 pour la désinfection et la protection des populations locales. L'objectif principal de notre plan, c'est appuyer, renforcer les actions qui sont menées au niveau des districts transfrontaliers pour la lutte contre le coronavirus. Côté responsable des structures sanitaires de Garoua-Boulaye, le don reçu est un début de solution aux besoins multiples de l'heure. L'hôpital de district ne dispose pas d'ambulance ni de véhicules de liaison. Quand nous avons un cas qu'il faut référer à l'isolement au niveau de l'hôpital, on est obligé de faire recours aux partenaires. L'appui de l'OCEAC vient aussi seconder les efforts déjà fournis ici par les pouvoirs publics. Ces dons viennent davantage galvaniser les efforts que le gouvernement camerounais a déjà fait, la commune de Garoua-Boulaye et d'autres partenaires de la localité. L'opération de l'OCEAC traverse par la suite la frontière pour la ville de Beloko en Centrafrique, abritant 23 cas positifs au Covid-19. Les kits de riposte sont reçus sur place par le ministre centrafricain Pierre Somset de la Santé. L'organisation de la CEMAC, chargée de la santé publique, poursuit ainsi son périple après le nœud frontalier Cameroun-Tchad dans le nord et ceux de Bitam et Kiossi, partagés avec le Gabon et la Guinée équatoriale dans le sud du pays. Le don spécial du chef de l'État est arrivé à bon port dans l'arrondissement de Mermessa, la région du Sud. Les populations ont reçu leur matériel d'hygiène au cours d'une cérémonie brève présidée par le préfet du Djaïlobo. Les précisions de Anissé Siester Essiane de CRTV Sud. Le combat est d'actualité, mais ne saurait se faire les mains vides. À travers ce don aux populations, le président de la République l'a compris. C'est un don vraiment précieux dans la mesure où les populations ont déjà été sensibilisées, elles ont reçu des instructions, mais aujourd'hui elles reçoivent du matériel. Au nom de tous mes frères handicapés, dont je transmets mes sincères remerciements au président de la République. Président de la cérémonie, le préfet du Djaïlobo n'a pas manqué de relever la solidarité du chef de l'État envers les Camerounais touchés par la pandémie et la psychose qui va avec. Le président de la République est un homme d'action et le résultat est palpable aujourd'hui et c'est pour cela que nous sommes sur le terrain aujourd'hui. Avec le concours des chefs traditionnels, descend un village que contre l'arrondissement de Moyamessala, l'autorité administrative est plus que jamais rassurée de ce que le paquet du premier Camerounais constitué du matériel hygiénique, de protection et même des produits alimentaires arrivera bel et bien à destination, c'est-à-dire aux populations dans leur localité, même les plus reculées. Les dispositifs de lutte contre le coronavirus renforcés à Ouaza au lendemain de la découverte de 2 cas de Covid-19 à Kousséri dans le département du Logone-Chari. Le sous-préfet de cet arrondissement a invité les populations à respecter à la lettre les mesures barrières. Patrice Joël Nariki procédait à la remise des dons du président de la République aux personnes vulnérables et structures de santé. Des précisions dans cette correspondance de Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Ouaza se confine. Situé sur le corridor Douala-Djamena, l'arrondissement se voit dans le viseur du Covid-19 depuis la confirmation des 2 premiers cas à Kousséri. Pour faire face à la menace, les populations ont reçu des mains de leur sous-préfet ces dons du chef de l'État. Le chef de l'État pense
à sa population, qui sont vraiment très contents. Lui, il est à Yaoundé là-bas, il a pensé à nous. Parmi les 360 communes, Ouaza est dedans. Vraiment, on est très satisfait. À tous ces bénéficiaires, l'autorité administrative a rappelé la nécessité de respecter méticuleusement les gestes barrières. Le plus simple déjà, qui consiste au lavage régulier des mains avec du savon ou de l'eau javelisée, la distanciation sociale et également le port du masque. Aucune localité n'est épargnée. Cette cérémonie a été également marquée par des prières interreligieuses pour la fin du Covid-19 au Cameroun et dans le monde. Les populations de Bokito et Kiki dans le Mbamé-Inoubou s'engagent dans la prévention de la pandémie du Covid-19. Elles ont reçu les dons du chef de l'État au cours d'une tournée entreprise par le préfet du Mbamé-Inoubou, Michel Renaud-Wandja. L'arrondissement de Bokito ne voudrait pas être un terrain fertile à la propagation du Covid-19. La remise du don spécial du président de la République aux 36 villages de cette unité administrative vient booster la volonté des populations à prévenir la pandémie. Nous allons veiller à ce que ces dons touchent les populations pour lesquelles elles sont destinées et que celles-ci puissent en faire bon usage. Au cours de cette remise de ce précieux don, le numéro 1 du Mbamé-Inoubou a demandé aux bénéficiaires d'en faire usage utile. J'ai demandé aussi à la population de continuer d'observer les mesures prises par le gouvernement pour barrer la route au Covid-19. Même son de cloche dans l'arrondissement de Kiki. Ici, les populations qui disent merci au président Paul Biya s'engagent à respecter les règles d'hygiène. Ces dons sont destinés à la riposte. Ce n'est pas pour une autre utilisation. Ce don, constitué de savon, gel hydroalcoolique, soit robinet, est une véritable aubaine pour les bénéficiaires. Le don du président de la République était remis mercredi aux populations des différents arrondissements de la ville de Douala dans le littoral. Le préfet du Vouri, Benjamin Mboutou, au nom de ses administrés, a salué ce geste du chef de l'État et recommandé à l'ensemble des bénéficiaires d'en faire bon usage. Plus de précisions avec Rufin Kacham à Douala. Explanade de la sous-préfecture de Douala 5e à Koto, 31 associations et structures spécialisées reçoivent des mains du préfet Benjamin Mboutou des kits pour faire face au coronavirus. Dans le cadre de sa solidarité avec les populations camerounaises, il a bien voulu gratifier les populations de ces dons que je viens de remettre. Il faut dire que je tiens ici à féliciter le sous-préfet qui a assuré une distribution assez transparente. À Douala 1er, les kits barrières du président de la République sont remis en priorité aux différentes formations sanitaires en première ligne dans le combat contre le Covid-19. Aux responsables d'associations, d'hôpitaux, écoles, de chefferies traditionnelles et autres institutions bénéficiaires, Benjamin Mboutou rappelle que l'assouplissement des mesures barrières ne veut pas dire la fin de la pandémie. La distribution des dons dans le département s'achève à Douala 3e. Ici, comme partout dans le Vouri, le préfet appelle les populations à faire preuve de discipline et de sens de responsabilité. Les populations de la localité de Mvengue, dans le département de l'Océan, région du Sud, désormais armées, elles aussi, pour lutter contre le coronavirus. Elles ont reçu cet après-midi des dons du chef de l'État, près de 300 morceaux de savon, plus de 3000 masques et des gels hydroalcooliques, entre autres. Laurence Sokalia. C'est un nouveau jour qui se lève à Mvengue. Un nouveau jour sous la protection du chef de l'État et des élites du département de l'Océan. Ici, il n'y a pas de route pour véhiculer le Covid-19. L'adjointe au préfet de l'Océan rappelle à la population les dangers liés à une exposition à la pandémie. Ces kits ne sont là que pour les protections primaires, mais le reste demeure dans leur camp. Les populations, leurs applaudissements nous font comprendre qu'ils prennent conscience de la bonne utilisation de ces dons et de l'intérêt que les mesures prônées par le gouvernement peuvent faire pour que cette pandémie puisse être évitée. Ces dons du chef de l'État et des élites ont été très bien répartis et toucheront les populations jusqu'aux villages les plus reculés.
Les dons du chef de l'État, joints à ceux des élites du département de l'Océan, sont repartis en 5 grandes parties qui sont le corps médical, le corps religieux, l'éducation de base, celui du secondaire et surtout aux autorités traditionnelles. Tous devront assurer la redistribution afin de continuer à rester à l'abri de la pandémie. Lutte contre le Covid-19 dans le département des Hauts-Plateaux, le sénateur Roi des Baham apporte sa contribution. Pocamax 2 a remis jeudi aux 4 arrondissements que comptent les Hauts-Plateaux des cache-nez pour les populations et une somme de 4 millions de francs CFA. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le préfet Yampen Ousmanou. Christelle Kémonier, RCR-TV Ouest. Cache-nez, accompagné d'un appui financier de 4 millions de francs CFA pour les 4 communes du département des Hauts-Plateaux, le sénateur Pocamax 2 s'érige un rempart entre les populations et le coronavirus. On va le combattre de toutes les manières avec nos populations pour que nos populations vraiment soient responsables. On est en train de vouloir donner de tous nos forces, de tous nos moyens, vraiment pour que cette affaire-là n'arrive pas chez nous. Et le discours du roi des Bahames a trouvé un écho favorable auprès des magistrats municipaux des 4 arrondissements qui n'ont pas manqué de lui exprimer leur reconnaissance tout en promettant de travailler avec les comités locaux pour atteindre toutes les couches sociales du département. Nous allons atteindre les personnes vulnérables, les personnes âgées. Et nous allons continuer la sensibilisation en donnant des petits perdièmes aux agents sensibilisateurs. Le préfet Yampen Ousmanou se réjouit de l'implication des parlementaires des Hauts-Plateaux dans cette lutte contre l'ennemi invisible. Dans l'actualité également ce vendredi, la commémoration de la journée africaine de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Au Cameroun, 4 000 femmes et 22 000 nouveau-nés perdent la vie chaque année des suites d'un accouchement ou de complications liées à la grossesse. Chiffre dévoilé ce jour par le ministre de la Santé publique. Dr Manaouda Malachi, dans sa déclaration de circonstances, a rappelé les axes majeurs de la stratégie gouvernementale pour faire baisser le taux de mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. Barbara Padjama. Vivre en donnant la vie. Le Cameroun y veille de très près sur le prisme d'une politique de santé nationale, de la reproduction et celui de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Le gouvernement de la République est plus que jamais engagé à assurer la sécurité sanitaire des mamans et de leurs nouveau-nés. Nous y travaillons sans relâche pour rendre plus disponibles et plus accessibles les soins et services indiqués pour ces groupes cibles. D'après des enquêtes du ministère de la Santé publique, les risques de décès sont fortement liés aux accouchements à domicile. Entre 1991 et 2001, le ratio de mortalité maternelle a presque doublé dans notre pays sur une période de 20 ans, passant de 430 à 782 décès maternels pour 1000 naissances vivantes. Les réponses du gouvernement concernant le pavillon maternité est palpable. Le renforcement des plateaux techniques des salles d'accouchement et l'amélioration du système de référence et contre-référence avec des moyens de transport efficaces. Dans ce cadre, le prépositionnement des kits obstétricaux dans les formations sanitaires facilite l'accès aux soins lors de l'accouchement. Les produits sanguins sont rendus disponibles à travers le programme national de transfusion sanguine. Pendant cette période pandémique, le ministre conseille tout de même aux femmes de ne pas rompre le cordon avec les visites prénatales. Et cette information importante dans la suite du journal, une nouvelle vignette sécurisée et un nouveau modèle de procès-verbal de contrôle technique automobile sont en vigueur depuis le 16 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle vignette met ainsi un terme à la validité de l'ancienne vignette. Le ministre des Transports met en garde les promoteurs des centres de contrôle technique automobile contre toute délivrance de l'ancienne vignette sous peine du retrait de leur agrément. C'est la substance d'un communiqué signé du ministre des Transports, Ngale Bibeye Jean-Ernest Massena.
Bonne nouvelle pour les personnels du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. La deuxième convention collective du FECOM était signée ce vendredi au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Parmi les avantages de cette convention, la revalorisation de la grille salariale à hauteur de 2% et l'élargissement de l'assiette des primes. Et cela prend effet dès cette fin de mois de mai. Les détails avec Alvin Giselzi. Salve d'applaudissements, c'est l'heureux aboutissement de plusieurs mois de négociations. La deuxième convention collective du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale est validée. La dernière remonte à 2016. Ce 8 mai 2020 marque un nouveau départ dans le contrat de confiance entre employeurs et travailleurs du FECOM. Engagement matérialisé ici par ces signatures apposées sur ce précieux document. Et nous remercions les employeurs comme le FECOM qui pensent que cette période, ils peuvent motiver le personnel. La deuxième convention collective confère aux travailleurs du FECOM des avantages socio-économiques, parmi lesquels la revalorisation de la grille salariale à hauteur de 2%, l'élargissement de l'assiette des primes, la revalorisation des frais funéraires, entre autres. La direction générale, de façon particulière, est satisfaite du travail qui est fait par ce personnel, qui a d'ailleurs permis aussi que nous puissions nous hisser aujourd'hui parmi les entreprises publiques de première catégorie. Intervenant à cette occasion, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, a salué les efforts du top management du FECOM. Le FECOM est effectivement aujourd'hui l'un des principaux outils du gouvernement pour la décentralisation et la solidarité intercommunale. Et ces mesures seront appliquées dès cette fin du mois de mai, parole du directeur général du FECOM. Dans l'actualité en perspective, la journée de l'Europe qui se célèbre demain samedi. Covid-19 oblige, les délégations de l'Union européenne n'organiseront cette année aucune manifestation publique. La journée de l'Europe est souvent l'occasion au Cameroun de mettre en vitrine les projets de l'Union européenne. Séverin Aligambili. Sans manifestation publique, encore moins des activités à caractère culturel, il reste que le 9 mai de chaque année, journée de l'Europe, est chargée de symboles. À ces dates, en 1950 précisément, on se rappelle que Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, a prononcé un discours à Paris pour inciter la coopération politique des pays de l'Europe. C'est en réalité ce discours qui signe la naissance de l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Pour la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, c'est l'occasion tout de même de revisiter la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. L'Europe, elle est bien placée pour un certain nombre de domaines, de produits, des équipements qui permettent d'avoir une transformation de l'économie camerounaise dans le sens de la transformation sur place et de l'exportation des biens avec une valeur ajoutée. Et dans cela, des biens d'investissement venant de l'Europe ont un rôle à jouer, ont une bonne place sur le marché. Sur l'actualité courante, la lutte contre le Covid-19, l'Union européenne est aux côtés du gouvernement. Nous sommes en train de préparer, on peut dire, un décaissement anticipé de notre appui budgétaire qui était prévu pour la fin de l'année. Mais nous pensons que c'est plus nécessaire maintenant qu'en novembre ou décembre. Donc on a environ 6 milliards d'appuis budgétaires qui sont décaissés plus tôt, en espérant de pouvoir les cibler sur des activités vraiment significatives à l'intérieur du plan de réponse du gouvernement. Stratégiquement, le Cameroun a choisi de diversifier ses partenaires. Mais au regard du volume des échanges commerciaux, l'Union européenne reste un partenaire de premier choix pour notre pays. Les activités ont repris au tribunal de première instance de Limbé dans le sud-ouest après l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs bureaux ont été ravagés par les flammes, on va le voir. L'arrivée des sapeurs-pompiers de la Sonara a permis de circonscrire le feu. Les détails avec Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest. Ce bureau réduit en cendres a pour occupant le juge d'instruction numéro 1 du tribunal de première instance de Limbé. Celui du numéro 2, les greffes et le magasin des pièces à conviction ont subi le même sort dans la nuit du mercredi au jeudi 7 mai 2020. C'était vraiment grave.
Mais on a été sauvés par le service des sapeurs-pompiers du Sonara qui ont été prompts à venir et ils ont fait arrêter l'incendie. Grâce à leur action, qu'on a même un bâtiment qui est toujours debout comme ça. Cette audience qui se tient quelques heures après le passage des flammes démontre que les activités se poursuivent ici malgré les dégâts enregistrés. Ça sera difficile, mais on doit travailler. La mission de la justice ne peut pas s'arrêter à cause de ça. Il y a la service de justice et on doit rendre ça. Les responsables du tribunal de première instance de Limbé révèlent qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga, Caroline Ouete, Mirabel Tala et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Gilbert Angeli. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver demain à 20h30. Très bonne soirée à tous et puis restez chez vous. CRTV News, ici, toute l'info.